Bien, bonjour à tous, Laurent Lamberts de Hub Brussels. On espère que vous allez tous bien dans vos familles, malgré cette crise tout à fait particulière. Et pour vous aider dans cette crise tout à fait particulière, on a shifté une bonne partie de notre activité sur un volet digital. Et donc, c'est le premier webinaire qu'on organise aujourd'hui. Il est consacré à un challenge important, conserver la confiance du client pendant cette crise et préparer son rebond. Ce séminaire sera suivi par 7 autres séminaires qui concerneront le financement, ça sera la semaine prochaine, le volet juridique et légal pour bien intégrer les aspects de force majeure, les aspects de fait du prince qui sont très à la mode aujourd'hui et qui peuvent poser des soucis si les conditions de vente ne sont pas adaptées à ces éléments nouveaux. Et puis nous embrayerons sur présentation des états du monde, comment se portent les affaires, comment encore faire des affaires en Europe. Ce sera le 26 mai, ensuite le 28, un petit tour d'horizon de l'Asie. Ensuite, ce sera au tour des Amériques, l'Afrique, et puis nous clôturerons sur le Moyen-Orient. Voilà pour la petite introduction. On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Pierre-Nicolas Schwab, qui est CEO de Into the Mind, qui est une agence de conseil en marketing, qui nous expliquera comment il voit entre le maintien de la relation client, le renforcement de cette confiance et la prospection d'opportunités qui demeurent malgré tout dans cette période tout à fait particulière. Ensuite, je passerai la parole à Luc Francis Jacobs, qui est CEO de Nixis. Nixis est une société qui est là pour gérer le contact avec les clients. Et donc, ils ont communiqué tout de suite avec les clients sur leur disponibilité, sur l'assistance qu'ils pouvaient apporter, parce qu'effectivement, ils ont aussi des clients qui sont dans la gestion de crise. Après ces deux intervenants, on clôturera avec les questions-réponses. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et donc, je vais passer directement la parole à Pierre Nicolas pour pour le volet conseil marketing. Voilà, Pierre Nicolas, je te passe la parole. Merci. L'écran. Est-ce que tu peux passer la main également, l'écran? Voilà, normalement, tu dois avoir la main là-dessus. Elle est là. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, à la demande de Hub, j'ai préparé une petite présentation sur ce qu'on a fait nous pour entretenir déjà la relation client et ce qu'on conseille également à nos clients de faire dans l'espoir d'un redéploiement. Ça va faire 8 semaines qu'on est confiné. D'après toutes les analyses qu'on a déjà réalisées et publiées sur notre blog, et sur notre site, la vraie reprise va encore se faire attendre quelques mois. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avant cette reprise pour aller chercher des nouveaux clients et ne pas perdre les clients actuels. Donc, je vous donne quelques informations concrètes sur qui on est. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet d'études marketing. On est actif en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en France, en Suisse et aux Pays-Bas. Et depuis une quinzaine d'années, on utilise surtout des méthodes très scientifiques, très objectives pour répondre à des problématiques qui sont souvent complexes. La particularité de la société, c'est que depuis 15 ans, je n'ai jamais décroché mon téléphone pour aller chercher un client. Et donc, notre croissance est uniquement soutenue par notre présence online. Donc, je n'ai jamais démarché un seul client en 15 ans. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de survivre et c'est ce qui va être aussi l'objet de cette présentation aujourd'hui. Donc, on a un peu plus de 500 000 visiteurs uniques sur notre site, notamment un blog qui est en 3 langues. Donc, vous voyez ici à gauche une capture d'écran. On publie des vidéos depuis 2019, des vidéos professionnelles. On fait des podcasts aussi professionnels depuis 2019. Et on a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse, qui est aussi active depuis une dizaine d'années.
Donc ça, c'est notre stratégie de contenu. Vous voyez de nouveau le blog à gauche, vous voyez les vidéos et les podcasts qu'on publie au milieu, et puis vous voyez la promotion qu'on en fait. Donc je vous ai mis un petit exemple d'une promotion qui a été faite d'une étude qu'on a publiée sur l'impact du Covid sur le secteur du alimentaire. Et donc, vous voyez que ça fait vite quelques milliers de vues. Et donc, chaque vue qui est réalisée, c'est à la fin une opportunité de business en plus. À ce propos, vous avez vu qu'on fait des podcasts. Si jamais ça vous intéresse, on a, avec un de mes collègues en France, organisé un webinaire la semaine prochaine pour tout simplement apprendre aux gens à faire des podcasts et pouvoir s'en sortir. Donc, les résultats de nos efforts, en fait, c'est tout simplement qu'on est premier en recherche organique sur Google. Et aujourd'hui, je pense que pour préparer le redéploiement, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que lorsqu'un client a un besoin, aujourd'hui, il y a de moins en moins de clients qui ont des besoins parce que la plupart des budgets ont été clôturés, ont été fermés. Les rares personnes qui ont des besoins vont aller se renseigner online, hein, puisqu'on est, on est tous à la maison, et il ne faut surtout pas louper ces opportunités, donc il faut apparaître tout de suite en début de page. Donc ce que je vous ai préparé, c'est un petit état des lieux que j'ai appelé situation et perspective. En point 2, ce que moi j'ai fait pendant 8 semaines, donc les 8 semaines de confinement, et puis les résultats. Donc j'ai été chercher les résultats. Vous allez voir des vrais chiffres de ce que j'ai réussi à faire, à générer. Et puis un plan d'action que je vous proposerai à la fin et qui vous permettra, je l'espère, de vous lancer aussi dans le online et d'aller rechercher des clients ou en tout cas d'entretenir la relation avec tous vos prospects, avec tous vos clients. Donc, qu'est-ce que c'est la situation et les perspectives? Donc, la situation, c'est que on a une augmentation du trafic Internet dans tous les pays. Je vous ai mis ici quelques statistiques et vous voyez que ça va de plus 11% à plus 40%. En France, on a 50% de la population qui passe plus de 3 heures par jour sur son smartphone, donc qui cherche des choses, qui consomme de l'information. Et au rayon des faits, le télétravail devient la norme. On est tous ici à la maison en train de faire ce webinaire. Il y a encore 8 semaines, c'était quelque chose qui était impensable. Les outils informatiques continuent à être de plus en plus utilisés, donc continuent à faire leur percée parmi toutes les couches du salariat. Il y a vraiment une transition vers le online dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs d'activité on ne pourra plus faire marche arrière, tout simplement. Quelques autres constats et également un peu de prospective. Quel que soit le secteur, les budgets ont été coupés. Donc, les budgets sont coupés, ça va de moins 100% à moins 50% en gros. Mais il y a de moins en moins d'argent pour aller faire des projets, pour aller vendre des projets, pour faire du business tout simplement. Donc, il y a des possibilités de plus en plus réduites de trouver des clients dans des secteurs non porteurs. Bien entendu, il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. Tout ce qui est e-commerce, par exemple, et en particulier le e-commerce alimentaire, mais ça reste l'exception. Et moi, ce que je pense, c'est que la plupart des discours commerciaux aujourd'hui sont tout à fait inaudibles. Donc, il faut chercher d'autres moyens de se faire connaître, il faut chercher d'autres moyens d'entretenir sa relation client. Donc, moi, le moyen que j'ai trouvé, auquel j'ai pensé, c'est tout simplement le online. Donc, je vous ai mis ici une petit graphique, quelques stats sur qui récolte les clics sur une page Google. Vous voyez que les 10 premiers, vous voyez ici à gauche les 10 premiers résultats sur une page Google et vous vous rendez compte que les 3 premiers en fait récoltent 75%. Donc vous avez intérêt à être dans les 3 premiers. Qu'est-ce que j'ai fait moi pendant 8 semaines? Qu'est-ce que c'est mon bilan? Tout simplement, je me suis posé la question, est-ce que je peux me permettre de passer inaperçu? La réponse c'est non. Est-ce que je peux me passer d'être présent sur Internet? La réponse c'est non. Et est-ce que je peux me permettre pour mon entreprise et mes employés à ne pas aller chercher du business là où il est? Là aussi, la réponse est non. Donc non, plus non, plus non, ça fait 3 fois non. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à vraiment beaucoup bosser sur notre présence online et le bilan au bout de 8 semaines, c'est quoi? C'est augmentation de 100% du trafic sur notre site. Donc on a doublé notre trafic, même pas sur 8 semaines, en fait, sur 4 semaines. On a été chercher 66 032 nouveaux visiteurs. On a 150 000 pages vues sur le site. J'ai posté sur LinkedIn et j'ai plus que 100 000 vues sur les posts. J'ai 1000 nouvelles connexions sur LinkedIn et le podcast qu'on a lancé, j'ai 2000 écoutes en natif sur le podcast. Donc, bien entendu, en faisant tout ça,
bah forcément, je multiplie les opportunités de contact et je multiplie aussi les opportunités de business. Comment j'ai fait? 5 articles par semaine, x 3 langues, un podcast par semaine, beaucoup de promotion, mais aussi beaucoup d'automatisation parce qu'il fallait que je diminue ma charge de travail. J'ai lancé une nouvelle newsletter et les résultats, bah, vous les voyez ici en anglais. Sur le blog en anglais, on fait plus 81%. Sur le blog en français, on fait plus 31%. On a également du néerlandais, encore un autre site fêtier. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi en particulier de me lancer dans le podcast? Parce que c'est quelque chose qui est facile à réaliser, c'est moins cher que les vidéos. Si vous allez sur notre channel YouTube, vous verrez qu'on fait des vidéos, mais c'est des vidéos qui sont très très bien faites, qui sont faites par une personne dans mon équipe qui est une professionnelle, et donc c'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est un contenu qui est aussi intemporel, donc vous faites des interviews de personnes, d'entrepreneurs, donc vous leur donnez de la visibilité, ça vous permet aussi de récolter de l'information que vous allez pouvoir réutiliser. Et donc, à la fin, vous rencontrez également des prospects et vous donnez l'opportunité, comme j'ai fait hier dans un podcast, tout simplement de donner la parole à vos clients et ça vous permet d'entretenir la relation avec eux. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, quelles sont les recettes, je vous ai mis un petit lien en bas. La présentation sera de toute façon rendue disponible à la fin de ce webinaire par Hub Brussels, donc vous pourrez tout simplement aller cliquer ensuite et lire l'article que j'ai consacré. Alors, le plan d'action que je vous propose, parce qu'on arrive déjà à la fin de ma partie, c'est un plan d'action, un plan de bataille en 2 parties. La première partie, c'est déjà d'analyser votre situation actuelle. Quelle est votre notoriété online? Donc, c'est de regarder des indicateurs de notoriété tels que le PageRank ou le Domain Authority. Vous interroger sur quel est votre référencement naturel. Donc, quand on tape un mot-clé qui correspond à votre activité, où est-ce que vous ressortez sur les résultats de recherche online? Est-ce que vous êtes dans les 3 premiers? Donc, est-ce que vous avez en gros 3 chances sur 4 de récolter un clic? Ou est-ce que vous êtes dans le reste, c'est-à-dire vous n'avez quasiment aucune chance de récolter un clic? Est-ce que vous avez créé du contenu en plusieurs langues? Est-ce que votre site lui-même est en plusieurs langues? Pensez à l'export. Laurent s'occupe de l'export. Et donc, c'est particulièrement important. Hier, je parlais avec un nouveau client qu'on a réussi à faire signer pendant cette période-là. Et c'est un éditeur de logiciels français qui fait du business déjà en Belgique et dont le site web est uniquement en français. Bien entendu, lorsque vous voulez faire du business avec la partie nord du pays ou avec tout simplement d'autres pays, eh ben, ça ne va pas vous aider. Est-ce que vous avez un blog? Là aussi, c'est quelque chose d'indispensable. On le répète depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui se lancent ou des entreprises déjà bien établies qui n'ont pas de moyens de communiquer avec leurs prospects, de communiquer avec leurs clients et de cette manière-là, de bâtir une relation pérenne. Est-ce que vous avez un podcast ou est-ce qu'il existe un podcast dans votre domaine d'activité? Si ce n'est pas le cas, bah, c'est tout simplement une opportunité à les prendre. Analysez vos stats Google Analytics pour comprendre comment varie votre trafic. Est-ce que tout simplement vous avez du trafic? Et analysez également les mots-clés qui permettent à vos visiteurs d'arriver jusque sur votre site. C'est fait avec un outil qui s'appelle la Search Console. Et le plan de bataille, c'est quoi? Ne faites pas de vidéo parce que c'est cher et surtout évitez la pub payante. Donc, dans cette période actuelle, ce dont on a le moins besoin, c'est de dépenser de l'argent et surtout d'aller dépenser de l'argent en le donnant à Google ou en le donnant à Facebook. Donc, investissez plutôt sur ce qu'on appelle le référencement organique. Écrivez 2 articles par semaine, 500 mots minimum. Si vous avez besoin d'autres conseils, vous me demandez, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Essayez le podcasting, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Donc, un épisode, c'est quelques centaines, quelques dizaines d'euros. C'est vraiment peu d'argent. Recyclez les contenus audio que vous faites. Donc, vous commencez par des interviews avec des prospects, des clients, des gens à qui vous aimeriez vendre, tout simplement. Et vous convertissez ce contenu en article. Si vous voulez des exemples, vous allez tout simplement sur notre site et vous verrez que chaque semaine, on publie un podcast avec un très bel article autour qui met en valeur la personne qu'on a interviewée. Lorsque vous mettez en valeur les gens, forcément, ils deviennent des amis. Renforcez votre présence LinkedIn. Aujourd'hui, c'est super important d'être sur ce réseau, tout simplement pour faire des affaires, vous faire connaître et rester en contact avec les clients que vous avez déjà. Rappelez-vous, c'est un réseau qui est mondial, donc vous allez rester en contact avec, bien entendu, vos clients et vos prospects en Belgique, mais également tous les clients et les prospects que vous avez à l'international. Occupez-vous de votre mailing list parce que là aussi, c'est un moyen de donner de vos nouvelles et de recevoir des nouvelles de vos clients. Voilà. Et comme
petit cadeau pour ceux qui ont participé à ce webinaire. J'offre 20 minutes de conseils marketing et digitaux gratuits à distance. Donc, si jamais vous souhaitez qu'on discute de votre situation, il vous suffira de m'envoyer un mail. Vous pouvez vous abonner à la newsletter et on a également 5 dossiers gratuits sur les impacts sectoriels du Covid qui sont à votre disposition. Et vous trouverez toutes nos coordonnées ici. Merci beaucoup. Merci, merci Pierre-Nicolas. Et je vois que le commerce est bien présent dans tes gènes. Et donc merci aussi pour cette proposition de conseil. Et puis on te revoit pour les questions-réponses à la fin du séminaire. Maintenant, Luc, je vais te passer la parole Yes. pour aborder la façon dont Nixis a abordé la crise avec ses clients en se positionnant très proche d'eux dès le début, dès les premiers signaux de fièvre de l'économie, et comment tu vois le redéploiement au niveau international dans ce contexte tout à fait particulier. Voilà, Absolument, Luc. absolument. Merci. Vous m'entendez correctement? Vous voyez mon écran? Oui, on t'entend et on voit ton écran. Génial. Bon, ben écoutez, tout d'abord, je vais devoir m'excuser parce que je n'aurai pas des slides aussi bien faits que ceux de Pierre-Nicolas. Je suis pas spécialement un homme de la communication, hein. Nous, on est en fait une entreprise de logiciels basée à Bruxelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait rapidement? Ben, on existe depuis 15 ans. On a développé depuis 15 ans des logiciels pour la gestion de centres d'appel. Voilà, ceux qui savent pas ce que c'est qu'un centre d'appel, donc c'est des gens qui sont normalement dans une seule et même salle et qui prennent des appels ou qui traitent des emails ou des chats, etc. en ligne sur un PC. Et depuis 6 semaines, ben, en fait, ils sont plus ensemble dans la même salle, ils sont tous chez eux à la maison. Voilà, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc, on est présent, on a quelques filiales en France, au Maroc, à Istanbul, à Maurice, et puis alors en bleu, vous avez les distributeurs certifiés. Voilà, ce qu'on fait chez nous, la proposition de valeur, c'est ça, c'est des solutions de télémarketing flexibles, agiles, ergonomiques, fiables et abordables. Et je pense que essayez sans doute de votre côté, avant même de penser à l'international, etc., à bien définir votre proposition de valeur en 4-5 mots-clés comme ce que vous avez là. C'est sans doute quelque chose qui va vous aider à savoir est-ce que je suis encore dans le coup ou pas. Je suis assez d'accord avec Pierre-Nicolas quand il dit que demain sera plus jamais comme hier, en tout cas au niveau business. Par contre, je pense que si les gens ont la possibilité, ils vont reprendre sans doute assez rapidement leurs mauvaises habitudes. Donc la question, c'est de savoir en quoi est-ce que quelque part on apporte de la valeur à ce monde et qu'est-ce qu'on y fait de bien. Les références, je vais pas trop y passer, c'est pas tellement important. Alors j'ai ici un slide qui va parler de se tourner ou se retourner vers l'international. Alors il est clair que on est des sociétés bruxelloises. Si vous ne vendez qu'à Bruxelles, ceci va peut-être pas tellement vous intéresser, quoique c'est assez universel. Mais à partir du moment où on est belge et bruxellois, il est clair qu'on est d'office tourné à l'international, puisque nous, on doit vendre, je pense, en région bruxelloise 2% de notre chiffre d'affaires. En Belgique, je pense, un petit peu moins de 10%. Le plus gros marché, c'est la France et le reste du monde par la suite. Et donc, c'est clair que la Belgique étant en fait 3 marchés, hein, le marché bruxellois d'1,1 million, le marché wallon d'à peu près 4 millions de personnes et le marché flamand de 6 millions de personnes, il faut savoir sur lequel on va être actif. Et comme je dis toujours, quand on va dans un marché, quand on se déploie ou qu'on se redéploie à l'international, je vais être beaucoup plus terre à terre que Pierre-Nicolas. Pour moi, il y a 3 gros challenges et le premier gros challenge, c'est celui-là, évidemment. Donc, c'est arriver à vendre. Et donc, pour vendre, il y a toute une série de méthodes possibles et imaginables. Nous, on a choisi la méthode de l'indirect, c'est-à-dire de travailler à travers les partenaires. On est un éditeur de logiciels, donc nous, on fait du code. Hein, on a une bande de geeks qui, excusez-moi l'expression, pissent des lignes de code dans des ordinateurs pour arriver à leur faire des choses intéressantes. Et quelque part, il faut arriver à transmettre cette proposition de valeur à l'international. Tous les moyens digitaux aujourd'hui pour nous sont à disposition. Donc, c'est clair que d'abord avoir un site internet qui tient la route et qui est évidemment disponible en plusieurs langues, ça me semble le BABA, donc je ne vais même pas passer par là. Avoir là-dessus aussi du contenu qui font que les gens restent. Mesurer avec il y a des gens qui ont du logiciel juste vitrine,
un peu comme quand vous avez un magasin, on va dire, de porcelaine ou un magasin aujourd'hui peut-être plutôt de masques et de gel hydroalcoolique ou une pharmacie. Bah, c'est toujours bien de savoir combien de temps les gens restent chez vous, combien il y en a qui arrivent tous les mois, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que vous arrivez à échanger avec eux, est-ce qu'ils téléchargent des choses, est-ce qu'ils voient les choses, etc. Donc ça, c'est vraiment super important parce que quelque part, ça vous donner aussi, en restant chez vous dans votre salon, une idée de l'intérêt du marché international. Et c'est comme ça que nous, parfois, on regarde, donc on utilise une suite qui s'appelle Zoho, c'est un produit indien, américain, et dans lequel, en fait, il y a une partie qui s'appelle Sales IQ, qui permet de voir d'où viennent les gens sur votre site internet. Est-ce qu'ils viennent ça coûte pas très cher, ça coûte 30 € par mois par personne. Est-ce qu'ils viennent de Google, est-ce qu'ils viennent de Bing, est-ce qu'ils viennent d'un post que vous avez fait sur LinkedIn? Et puis à partir de là, d'essayer éventuellement de faire un ranking en fait, c'est bizarre, mais apparemment au Maroc, ils sont assez intéressés. Donc nous, on a par exemple facilement 20-25% du trafic. Pourquoi? Parce que les centres d'appel marocains, évidemment, qui viennent du Maroc, donc on s'est dit on va mettre un bureau au Maroc. C'est-à-dire qu'on doit être présent sur place. Alors tout ça, c'est évidemment très sympa, mais à un moment donné, je crois que la première personne qui doit aller vendre, c'est le patron. Donc ici, c'est moi qui vais vendre. Et quand je dis vendre, c'est-à-dire c'est proposer, voir la proposition de valeur de la société à distance d'abord en utilisant des solutions comme GoToWebinar, WebEx ou Zoom ou autres. Et derrière, après, voir un peu comment ça répond, faire des offres, voir si les gens sont intéressés, si on arrive à suivre le funnel. Est-ce qu'on rentre en négociation? Est-ce que derrière, après, il y a de vrais intérêts? Est-ce qu'on met des POC? Chez nous, on met des POC, Proof of Concept, en place. Donc ça, c'est quand même important de bien le détecter. Et puis, une fois que vous allez vendre, ou que vous avez presque vendu, ou que vous avez vendu, il y a un deuxième challenge qui est important, c'est les gens. Les gens, pourquoi? Parce qu'en fait, soit vous avez trouvé sur place quelqu'un qui va faire pour vous, donc un partenaire, un distributeur, etc. À ce moment-là, il faut avoir vraiment confiance dans les gens. Il faut savoir que moi je dis toujours, un pays, ça coûte 100 000 €. Quand vous voulez conquérir un pays, qu'il soit petit, qu'il soit grand, il faut à peu près 100 000 €. Il y a les pays un peu moins cher, un peu plus cher, mais en gros, si vous pensez que vous allez y arriver pour 5 000 €, ça va être quand même très difficile. Et derrière, après, trouver les gens, c'est trouver un bon partenaire, ça prend entre 2 et 3 ans. Vous pouvez faire appel à des agences ou des choses comme ça qui sont qui permettent un petit peu de faire les médias entre les deux, mais ça prend vraiment du temps. Et si vous avez trouvé un bon partenaire, après il faut pouvoir aussi le suivre, c'est-à-dire qu'il faut en avoir c'est pas juste le patron, le patron ne peut pas être comme dans les restaurants au fourneau et en même temps derrière le bar. Donc il faut savoir qui va suivre ses partenaires, avoir un partner manager éventuellement. Si vous décidez d'avoir une vente directe, qu'est-ce qui va aller sur place? C'est toujours la même chose. Si le patron va beaucoup sur place, après ça commence à prendre feu à la maison parce que voilà, ça n'a pas été prévu et donc du coup, on a un problème. Et imaginons qu'à ce moment-là, vous résolviez votre problème people en trouvant des gens sur place. L'avantage quand même de la Belgique, ça je tiens à le dire, on est dans un des pays où la main d'œuvre coûte le plus cher au monde, surtout si on rajoute les impôts. Et donc, partout où on va, généralement, c'est moins cher. Donc ça, c'est bien, on peut trouver des gens qui font la même chose que vous, moins cher. À partir du moment où vous passez nos frontières, même si on va en Hollande, si on va en Allemagne, c'est presque le même prix, si on va en France, par exemple. Et donc, à ce moment-là, ça permet évidemment d'être plus efficace, puisque s'ils font autant que vous, voire mieux que vous, parce qu'ils sont locaux et qu'ils coûtent moins cher, normalement, vous augmentez votre efficacité. Puis une fois que ça c'est fait, ça tourne, on a un autre problème qui est le problème opérationnel. Et ça, c'est souvent des choses, moi je vois comme ça pas mal de boîtes qui vont à l'international, ils font des trucs et puis après, ça ne tient pas dans le temps. C'est souvent, soit ils n'ont pas les bonnes personnes, même s'ils arrivent à vendre, ils ont la bonne proposition de valeur sur le bon marché, et puis après, ils n'arrivent pas à suivre d'un point de vue opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend quel est votre produit. Si c'est du logiciel, il faut évidemment arriver à le délivrer dans la langue du pays, etc., à le supporter, faire en sorte que quand les gens appellent pour pouvoir décrocher le téléphone dans la bonne langue, etc., à faire en sorte d'avoir des nouvelles versions qui sortent, etc., pour ces gens-là. Si vous êtes dans le chocolat, ça va être un autre problème, mais là aussi, il faut des gammes, il faut faire en sorte de suivre les besoins du pays. Et ça, pour moi, ça peut être des ventes, du marketing, finalement, c'est des opérations, c'est faire en sorte que ça fonctionne. Et si possible, prendre donc, alors qu'est-ce qui change maintenant avec le Covid, etc. Pour moi, d'un point de vue principiel, pas grand-chose, si ce n'est qu'on ne se déplace plus dans le temps. J'étais souvent dans un Ryanair ou dans un Brussels Airlines pour aller voir les gens. Aujourd'hui, on fait ça à distance et les gens trouvent ça tout à fait normal. Et c'est finalement pas plus mal parce que quelque part, ça coûte vachement beaucoup moins cher. Et ils acceptent maintenant d'acheter à distance puisque plus personne. Ça, c'est un truc qui est très sympa pour les petites boîtes. Imaginez-vous que
OK, vous ne pouvez pas vous déplacer, mais la grosse boîte qui a plein de moyens ne peut pas se déplacer non plus. Donc, on est tous les deux plus ou moins au même niveau. Après, il faut arriver à établir la marque. Et là, c'est assez intéressant aujourd'hui. Si vous êtes dans un business B2C, comme l'a dit Pierre-Nicolas, les budgets marketing sont déprimés. Si vous savez pas pourquoi, vous vous rendez pas tellement compte, regardez n'importe quelle chaîne de télé le soir chez vous. Là, je suis chez moi à la maison, et vous allez voir que comment est-ce qu'ils appellent ça encore, l'encart de publicité qui faisait avant 12 minutes, aujourd'hui, il en fait 3, quoi, voire 2, parce qu'ils ont que 4 spots à montrer. C'est les seuls qui sont arrivés à négocier des contrats à l'année et qui ont décidé, pour supporter la chaîne, de pas les annuler. Et donc, ça veut dire que si vous voulez dans un pays aussi, les médias sont beaucoup moins chers. Donc, si vous voulez faire du média haute visibilité, haute disponibilité, tout est négociable aujourd'hui. C'est-à-dire que le truc qui était avant le spot TF1 ou France 2, qui était avant 25 000 euros, aujourd'hui, vous mettez 4 ou 5 000 euros sur la table, il va passer. Peut-être pas non plus aux heures de grande écoute, mais il va passer. Et donc là, après, c'est une question de négociation. Imaginez, à ce moment-là, vous êtes sur place, vous vendez. Attention, à partir du moment où vous augmentez votre structure de coût, un autre problème, c'est qu'évidemment, derrière, on retourne en fait à la tête du triangle, il faut continuer à vendre. Ça, c'est ce que je vois beaucoup, des boîtes qui font un peu de l'incendie, hein, donc qui vont à l'international, etc., qui vendent le premier truc, et puis il y a quelqu'un, on arrive, on a des gens, on délivre, et puis il n'y a rien qui suit. Il n'y a rien qui suit derrière, et donc c'est un effort continu, et donc c'est en fait un triangle. Hein. Comme je dis toujours, les problèmes qui se posent au management, c'est ces trois-là. Il faut d'abord vendre, trouver les bonnes personnes et faire en sorte que tout ça, cette machine tourne avec un minimum d'huile et d'opérationnel dans le système. Laurent, si je prends du temps, tu envoies une alerte, hein, parce qu'il ne faut pas hésiter. Hein. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu le cycle classique, mais je dirais que maintenant, effectivement, je crois que, alors pour nous, très clairement, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour nous, c'est que c'était vraiment une opportunité. Nous, on est au cœur de la digitalisation. C'est que du logiciel qui tourne dans des clouds type Azure ou Amazon et autres, etc. Et donc, alors il y a des clients qui sont complètement, tous ceux qui étaient en B2B, par exemple, des gens qui prenaient des rendez-vous pour des vendeurs sur site. Bah oui, ceux-là, ça s'est arrêté. Ceux qui étaient en B2C aussi, donc par exemple chez nous, les gens qui faisaient la cellule photovoltaïque, de la véranda, ce genre de trucs-là, ça s'est évidemment arrêté. Même parfois du médical, ça s'est arrêté. Par contre, on en a d'autres. Alors ceux qui explosent et qui arrivent à compenser un petit peu, c'est tous les gens qui sont dans la partie médias, télécom et contenu. Donc effectivement, les budgets marketing ont chuté. Mais Netflix plus 47%, donc les gens sont de plus en plus prêts. Est-ce que c'est un bien, c'est un mal? Je crois que c'est un bien à sortir de l'argent directement de leur portefeuille pour acheter aujourd'hui des bouquets. Et donc on a de plus en plus, hein, il y a HBO qui arrive, il y a Disney Plus qui arrive, je crois d'ici un mois ou deux, etc. Ce qui veut dire aussi que l'ancienne façon de faire de la publicité en interrompant un média classique pour prendre de l'attention des gens, hein, des eyeballs, comme on dit en anglais, ou du temps de cerveau pour essayer de leur vendre de la savonnette, ça, je crois que ça va être vachement difficile. Ça, je pense que c'est plus ou moins mort parce que les gens en ont marre. À la télé, ça fait 4 fois qu'on voit Rocky, la 7e compagnie et le gendarme à New York, donc c'est bon, quoi. Il n'y a plus personne qui regarde. Enfin, hier, il y avait Joe, j'ai quand même regardé sur la RTB. Mais bon, voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont up, qui sont down. Alors, j'ai essayé de mettre ça un petit peu d'ici, pour nous, en tout cas, des choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui est down aujourd'hui? Les bureaux, je pense que franchement, c'est down. Donc, si vous vendez de la surface, des mètres carrés, des machins, etc., nous, on dit plus besoin d'être au bureau. Nous, on a passé 100 sociétés à peu près en 5-6 semaines. On l'a fait pendant les 2-3 premières semaines. 100 sociétés, à peu près 25 000 travailleurs d'un truc sur 4 000 mètres carrés avec 250 personnes. Ah, tout le monde est à la maison. Et on a pu le faire parce que notre technologie nous permettait de le faire facilement. Et donc, j'avais des gars, moi j'ai du support en Belgique et à l'étranger, qui faisaient ça à la chaîne, quoi. Hein, donc, ou en tout cas, on a envoyé des notes pour pouvoir le faire et donc pour le retirer. Le voyage, je pense que ça va être down pendant déjà un certain temps. Donc, tout ce qui est autour, les vacances, l'aviation, etc., ça va être quand même très dur, les gars. Je pense qu'il va falloir s'habituer parce que les gens partent en vacances à Dinan. Le luxe, alors ça veut dire aussi, je pense que le luxe quand même est pas tout à fait mort, mais je veux dire c'est down dans le sens où les gens se retournent un peu vers l'essentiel et tout ce qui n'est un peu plus que l'essentiel, je pense que ça va commencer à être difficile, notamment parce que tout ce qui est, et puis je vais mettre les choses en face aussi pour vous montrer ce qui est up, et vous montrer ça. Tout ce qui est autour de la pollution, etc., ça va être quand même de plus en plus dur aussi de le justifier aujourd'hui, des industries polluantes, et tout ce qui est bad marketing, bad advertising,
Hein, donc, je veux dire, je pense très franchement que enfin, il y a déjà des années qu'on le dit, Pierre-Nicolas pourra peut-être commenter, mais tout ce qui n'est pas contributif, tout ce qui n'apporte pas au débat, tout ce qui n'augmente pas le niveau et qui augmente la valeur de ce que vous faites, ça, je pense que c'est fini. L'interruptionnel, je pense que c'est plus ou moins fini aujourd'hui. Les gens en ont marre et il y a déjà plus ou moins 80% des gens qui ont les abonnements ou qui vont sur YouTube. Alors, qu'est-ce qui est Hub? Ça, c'est sympa. Donc, télétravail, oui. Si vous avez un produit qui, d'une manière ou d'une autre, favorise le télétravail, ça peut être technologique, mais pas uniquement. Parce que le télétravail, tout le monde trouve ça sympa, etc. Lors du confinement, la plupart des gens ont travaillé plus. En tout cas, chez moi, les gens ont travaillé plus. Je pense qu'à partir du moment où on peut sortir, ça devient déjà plus difficile. Mais tout ce qui peut permettre effectivement d'avoir un coin à travailler, d'avoir un coin où on peut se retrouver, d'avoir alors le near working aussi éventuellement, de se retrouver à proximité, c'est intéressant. Le healthy eating, donc tout ce qui est maintenant, les gens commencent quand même à se poser des questions sur toute cette bouffe industrielle qu'on reçoit et pourquoi est-ce que les fraises qui étaient à 2 € le kilo hier parce qu'ils venaient d'Espagne, elles sont à 5 ou 6 ou 10 ou 12 € le kilo aujourd'hui parce qu'elles viennent de Wépion. Ben, ils commencent à se rendre compte pourquoi. Ça veut dire que s'ils consacrent de l'argent à ça, il y a moins d'argent pour le reste, dont le luxe et le travel. D'accord? Donc, je pense que les week-ends à 49 € à Barcelone, ça va être quand même de plus en plus difficile aussi. La santé, évidemment. Et la santé, pas uniquement au niveau, Dieu voue un culte au personnel médical, c'est clair, mais aussi tout ce qui est autour santé, la santé, le sport, manger moins gras, moins salé, moins sucré, tout ce qui est un peu la bouffe industrie agroalimentaire, enfin bon voilà, tout ça, etc. Donc ça va avoir quand même de plus en plus de problèmes. Le cocooning, alors parce que moi ça fait 6 semaines que je suis avec mon fils d'ailleurs qui a 6 semaines aussi à la maison et sa maman, et donc très clairement, voilà, on sait où il faut mettre de l'argent, on essaie de le faire, de se sentir bien aussi avec les voisins, etc. Et profiter de la vie. Ça, je pense que si vous avez un produit qui permet de profiter de la vie, donc c'est assez bien en fait. Hein, là, Interbrew est un peu tombé, mais ça revient. Donc les industries du chocolat, les trucs un peu sympas. Alors on me dit tiens oui, mais tu dis healthy eating d'un côté, chocolat de l'autre. Ben, en fait, je pense que tout ça c'est lié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sortent de ce confinement et qui vont, faut pas se leurrer, d'ici 1 an, le virus va se calmer. Il va revenir sans doute chaque année comme l'influenza depuis 1914. Et à un moment donné, on va avoir des vaccins pour les 2-3 souches qu'on va reconnaître parce qu'ils viennent tous de Chine ou qui ont muté dans le premier cochon qui passe. Ce qui est important ici, c'est se dire les gens, à un moment donné, ils vont travailler dur, ils vont être chez eux à la maison et puis ils veulent profiter. Et donc, on va sans doute profiter de la vie plus proche de chez nous, avec des meilleures choses à manger, des choses à porter aussi qui seront peut-être moins de l'exploitation de 1000 personnes à Bangladesh dans des immeubles qui s'effondrent. Ça va, j'essaie de faire passer un peu des images. Voilà, donc ça, c'est des choses sans doute, profiter de la vie sans doute au moindre coût des autres. Voilà, ça je pense que c'est up. Et donc, essayer de trouver sur les vagues, en gardant le cycle des 3, si vous devez vous déployer à l'international, des choses où votre produit peut l'apporter. Si vous êtes que dans le down et que vous n'arrivez pas à régler les challenges que je vous ai dit là avant, des ventes, des gens et de l'opérationnel, changez de boulot, quoi. Je pense que c'est le mieux de changer de segment. Il y a beaucoup de gens qui pivotent, hein, et Dieu sait si, voilà, donc des gens qui faisaient des choses qui demain ne seront sans doute mortes pour toujours ou mortes pour très longtemps et qui décident de passer, je sais pas, dans l'agriculture bio. Moi, j'ai un copain comme ça qui s'est complètement recyclé. Et why not? Je pense que pivoter ou être agile à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on peut se permettre. Enfin, on est quand même dans une des 10 ou 15 économies les plus riches sur la planète. Si vous étiez au Nigeria, ce serait impossible. Ici, en Belgique, c'est possible de se dire, OK, j'arrête de faire ça, je fais autre chose, quoi. Je fais quelque chose qui, manifestement, a un sens pour moi et qui, demain, aura un sens, même si Covid 20, 21 et 22 reviennent après-demain. Ce qui va être le cas tôt ou tard, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ben, merci Luc pour ce message marketing et aussi philosophique. Nous, chez Hub, notre activité principale, c'était d'organiser des missions économiques pour lesquelles tu étais un des fidèles participants. C'est une activité qui aujourd'hui, qu'on essaye de digitaliser avec des webinars et demain avec des missions économiques complètement virtuelles. Ça cadre avec cette philosophie, mais c'est aussi une remise en question pour nous. Je ne sais pas comment tu vois ces événements de matchmaking économique. Avant, on avait cette force de venir en groupe, de venir près des autorités avec une autorité officielle.
Demain, ce sera plus difficile sans doute dans le domaine immédiat. Et donc, il faut qu'on trouve un relais. Tu vois des outils pour faire de la promotion collective, du marketing des entreprises. Écoute, on reste des êtres humains, donc je pense qu'on a besoin de ce contact social, certainement dans le commerce, parce que le commerce, c'est finalement une affaire de confiance. Donc, je sais, par exemple, que la mission Sénégal a été déplacée au mois de juin l'année prochaine. Donc, faut pas se leurrer. On va pouvoir effectivement revoyager, rencontrer des gens, etc. Maintenant, ce temps va être, je pense, beaucoup plus précieux. Dans le temps, on mettait 500 €, on était à Dakar, on mettait 800 €, on était à Bangkok. Je pense que s'il y a quelques, j'espère, lignes aériennes qui survivent, ces billets vont devoir augmenter, qu'on le veuille ou non. Donc, ils vont être sans doute limités, sans doute à l'utilisateur professionnel. Et le temps qu'on passe sur place va être précieux en gardant la distance sociale, etc. Et donc, je pense qu'il y a peut-être sans doute des choses à faire pour la préparation avant. Pour être assez clair, j'avais quand même l'impression, j'en ai presque honte, qu'à un moment donné, nous, moi, quand je faisais partie de mission, je faisais ma valise 3 heures avant de partir, j'étais dans l'avion, j'arrivais et je commençais vraiment à travailler sur la mission quand j'étais là-bas. C'est peut-être un peu trop tard, donc il fallait sans doute plus de trucs avant pour connaître déjà les gens avant, les rencontrer de manière virtuelle. Je pense que même des gens comme Bruxelles Expo, etc., pensent à ou LinkedIn, à des plateformes virtuelles de rencontres. Et puis, une fois qu'on est sur place, ce qui est important, c'est essayer de garder le temps humain qu'on a pour les choses les plus efficaces. La négociation, la signature de contrat, se faire confiance, etc. On pourra sans doute plus serrer les mains comme avant, ou on le fait avec des masques pendant un certain temps, etc. Mais je pense que le déplacement business va rester. Et moi, je vais être un petit peu dur ici, je pense que c'est enregistré, mais très franchement, qu'il y ait 15 à 20% de moins de touristes dans les avions, merci mon Dieu. Tu vois, je veux dire, moi, le pire pour moi, c'était de voyager entre juin et octobre. Quand je devais aller voir des gens entre juin et octobre, je dis d'accord, mais pas devenir une destination touristique parce que me retrouver avec papy, mamie derrière qui allait ou à Rome ou à machin, etc. C'était vachement dur. C'est dur ce que je dis là, mais il faut se rendre compte pour le business, ça a été la première raison pour laquelle on a développé ces vols internationaux, ces vols commerciaux, entre guillemets, non militaires, dans les années 50, hein, enfin années 30, années 50, après la guerre. Et depuis lors, il y a eu une explosion où tu dis, ouais, mais attends, ça va pas quoi. Et on paye juste le prix du kérosène. Donc, je pense que demain, le monde de demain devrait être différent. Et on ne pourra plus se permettre de ça. Il faudra faire en sorte, et on paiera sans doute nos billets. Bangkok sera peut-être 2000 ou 2500 € demain, comme ça l'était d'ailleurs du temps de ma grand-mère quand elle y allait dans les années 70, hein, 80 000 francs belges. Mais ce sera justifié parce que voilà, il y aura moins d'avions et puis ce sera sans doute plus respectueux de l'environnement. Et par kilomètre parcouru, on plantera peut-être un arbre. Tant mieux, tant mieux. Ok. Merci, merci Luc. On me pose aussi des questions sur le délai pour s'afficher en ligne. À partir de quand on peut être présent digitalement avec une certaine efficacité. Pierre Nicolas, j'imagine que mesurer l'efficacité, se donner un deadline pour avoir une présence en ligne soutenue, c'est sans acheter des AdWords et des choses comme ça, en publiant des articles, ça nécessite quand même un investissement sur une certaine longueur. Oui, tout à fait. Donc ça, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais ça fait partie en fait du pivot qu'on a opéré. C'est qu'on a pas mal de prospects qui sont venus vers nous en nous disant mais comment est-ce que je fais aujourd'hui pour trouver encore des clients, et sachant qu'effectivement c'est un travail de longue haleine que de bâtir sa présence online. Donc, c'est pas parce qu'on commence à écrire des articles demain qu'on va truster les premières places dans Google après-demain. Ça, c'est tout à fait c'est irréaliste. C'est plutôt un travail qui va porter ses fruits au bout de plusieurs mois. Donc, c'est pour ça que nous, on a aussi commencé il y a 8 semaines à très fort renforcer notre présence. J'aimerais juste rappeler qu'avant que la crise commence, on est déjà actif depuis 15 ans dans le online. On avait publié plus que 3500 articles. Et donc là, on a fait juste que mettre le turbo parce qu'on voyait en fait que nos concurrents, eux, avaient plus de mal, ou en tout cas, ne savaient pas quoi faire. Donc on a dit, on va en profiter, on va mettre le turbo et on va les distancer complètement. C'est ce qui s'est passé. Donc, il faut compter 3 mois. Vraiment, le grand minimum, c'est 3 mois. Je pense que de manière plus réaliste, 6 à 9 mois, c'est donc d'ici à la fin de l'année.
Je ne sais pas si Luc partage ma vision, mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de redémarrage avant septembre et que pour refaire du business vraiment comme avant, on en reparle l'année prochaine. Donc là, aujourd'hui, ce que je dis à tout le monde, c'est à tous nos clients, c'est regardez, on est en mai, il reste 10 mois, enfin pardon, 8 mois jusqu'à la fin de l'année. Vous utilisez au maximum ces 8 mois, si vous avez encore de la trésorerie, pour tout faire, enfin concentrer vos efforts sur le online pour qu'en janvier, on vous trouve au moment où les budgets existent de nouveau. Aujourd'hui, il n'y a plus de budget pour plus rien, donc c'est même plus la peine d'en parler. Donc, 8 mois minimum. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc on a des prospects qui sont venus nous voir en nous posant la même question. Et le deal qu'on a fait avec eux, c'est on leur fait profiter en fait de notre plateforme où on a déjà des centaines de milliers de personnes qui passent de telle manière à ce qu'ils ne démarrent pas de zéro. Et donc, ça leur permet de démarrer plus vite. Voilà. Ok, merci, merci Pierre-Nicolas. J'imagine, Luc, que tu partages la même vision. Oui, tout à fait. Le online, c'est malheureusement, enfin, c'est l'anti-spot de 30 secondes, hein, c'est enfin l'anti-spot de 30 secondes, donc hein, répétition par audience. Mais je veux dire, en gros, c'est un marathon. Donc, il faut commencer à vos moyens et surtout le faire d'un point de vue suivi. Ça sert à rien de faire 5 articles cette semaine, rien la semaine prochaine, un dans une semaine, dans 2 semaines, et puis peut-être encore quand j'ai le temps, juste avant de partir en vacances, un troisième. Non, il vaut mieux les distiller, venir avec des trucs avec des vraies valeurs ajoutées, un peu participative aussi. On a maintenant quand même des très chouettes technologies qui permettent à ce que les gens votent, les gens trouvent ça intéressant, pas intéressant, le partage, etc. Et je pense il faut sans doute dans la partie, bon, effectivement, il va falloir 1 an avant qu'on sorte, comme je dis, et que le Covid revienne et qu'on le fasse une fois par an comme l'influenza. Et entre-temps, le business, ben, le digitaliser au maximum. Moi, j'ai une pensée pour tous ces, je sais pas s'il y a des gens là qui assistent, qui sont soit dans la restauration, soit dans l'événementiel et l'artistique, etc., et qui donc du coup n'ont plus aucun trafic. Il n'y a plus personne qui vient. Ben, je pense qu'il faut trouver et pourtant vous avez une vraie valeur ajoutée. Il y a un vrai vecteur de création dans la partie créative, dans la partie je montre, dans la partie je fais à manger, je nourris des gens, où je transforme des produits sains en des choses qui peuvent nourrir. Très franchement, il y a des choses à faire. Il faut juste sans doute se digitaliser. Là, on a pu se rendre compte, par exemple, comment les restaurants ne sont pas digitalisés. Il y a maintenant des plateformes qui se mettent en place pour vous permettre de commander à distance. Enfin, ça m'énerve de prendre un truc comme Uber Eats ou les autres, etc., qui sont, alors que c'est quand même pas très compliqué de mettre ça en place derrière aussi, parce que imaginez qu'il y a maintenant des gens qui depuis 6 semaines je vais parler un peu macho alors que je cuisine 50% du temps, mais je veux dire, il y a des gens qui mangent la même popote de bobonne, quoi. Donc, de temps en temps, ils aimeraient sans doute bien avoir autre chose, mais ils sont obligés de se faire livrer les trucs ou d'aller les chercher, etc. Donc, il faut arriver à se digitaliser. Et je dis pas que tous les restaurants vont arriver à devenir des commerces en ligne, etc. Ni comme, bon, voilà, les gens qui proposent des expériences spécifiques à les faire faire à la maison. Je viens de voir que Péridesa va avoir, par exemple, 20 personnes licenciées, mais je suis certain qu'il y a moyen de faire des choses pour faire en sorte que sur le long terme, les gens modifient leur façon de fonctionner et puis restent voilà, dans les préceptes gouvernementaux au niveau des distances, machin, etc., pour quand même participer. Donc, c'est un marathon, il faut du contenu et de la vraie valeur ajoutée, pas avoir peur non plus de nouer le dialogue avec les gens. Donc, je pense qu'il faut continuer, faut être d'autant plus social qu'on est à distance. Voilà. Alors, une des choses quand même qui est très sympa, moi je trouve pour nous en Europe et on l'oublie quand même souvent, c'est qu'on est, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en Europe et qui représentent Middle East, Africa, EMEA, on dit toujours. Mais n'oubliez pas quand même qu'aujourd'hui l'Afrique c'est 1,2 milliard de personnes. En 2050 c'est 2 milliards. Pour moi, nos marchés à l'exportation ils sont là. Ils sont plus dans la vieille Europe. Moi, j'ai des clients au Bénin, au Cameroun, au Sénégal, au Togo, au Nigeria, en Namibie, en Afrique du Sud, etc. Enfin, des gens qui sont intéressés dans nos produits en tout cas. Et c'est peut-être vers ça qu'il faut se tourner demain. Et si demain le touriste il est plus chinois, il est africain, ben tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sans doute oser aller vers des marchés un peu différents de là où on a l'habitude d'aller, parce que je pense que c'est là qu'on a la croissance de demain, quoi, hein. Très franchement, il y a des pays en Afrique qui sont le Vietnam ou la Chine d'aujourd'hui. Ok, merci Luc. Une dernière question pour Pierre-Nicolas. On me demande, tiens, quels sont les canaux à privilégier, LinkedIn, Google,
en cette période. Il y a des tendances, il y a des recommandations. Les podcasts, là, tu as parlé que voilà, il fallait aller sur des podcasts qui étaient déjà établis, ou c'était l'opportunité de créer son podcast. Tu as des vues là-dessus, sur la façon sur les canaux de communication? Donc le podcast, c'est très très bien pour le B2B. Donc c'est clair que tous les podcasts, ou la majorité des podcasts qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit en langue anglaise ou en langue française, sont plutôt à destination du B2C, mais c'est un super outil de marketing B2B, comme j'ai expliqué. Déjà, parce que c'est pas quelque chose qui est cher, et deuxièmement, parce que ça permet de faire des nouveaux contacts ou de mettre en avant des clients, donc d'entretenir sa relation avec les clients existants et futurs. Et puis, quant aux canaux à privilégier pour promouvoir son contenu, bon, bah, tout dépend si vous êtes en B2C ou en B2B. Nous, on est en B2B. On ne va pas sur Facebook parce que ça ne sert à rien. On a un channel Instagram parce qu'on a des vidéos qui sont très, 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 très chouettes. On a publié d'ailleurs une aujourd'hui avec le CEO de Google. Mais sinon, on ne fait que de la promotion sur LinkedIn. Et comme je disais, bah, ça m'a rapporté 100 000 vues en 4 semaines. Donc voilà, B2C, Facebook, Instagram, surtout si vous faites quelque chose qui est un peu sexy, un peu tendance, bel objet. Je pense à l'Oreca en particulier. On a un client dans l'Oreca qui s'en sert beaucoup, et aujourd'hui, c'est une manière de s'en sortir, ou en tout cas de limiter la casse. Si vous êtes dans le B2B, perdez pas votre temps avec Facebook et avec Instagram, allez plutôt sur LinkedIn. Ça, c'est vraiment le réseau sur lequel on peut parier. Eh bien, grand merci à vous deux d'avoir dispensé vos conseils et d'avoir pris du temps pour donner des perspectives sur l'international. Je remercie aussi Katia, que vous avez sans doute pas entendu beaucoup, mais qui était mon backup au cas où la connexion se plantait. Ça me permet aussi de vous inviter à nos 2 prochains webinaires de tout ce cycle. La semaine prochaine, nous en aurons 2. Le prochain, c'est de se financer. Nous aurons un banquier qui viendra expliquer quels sont les produits pour financer son besoin de fonds de roulement, pour financer les crédits qu'on octroie à ses clients. Et nous aurons Credendo qui viendra nous parler de la couverture des risques de non-paiement à l'international. Ensuite, nous aurons un webinaire plus juridique sur les conditions de vente, malgré tout avec un volet pratique également sur la logistique, comment fonctionne la logistique internationale en cette période. Et donc, vous pouvez vous y inscrire. Ensuite, nous passerons à ces états du monde par continent. Dans la foulée de ce webinaire, nos orateurs ont été sympathiques et nous pourrons vous envoyer leur présentation pour que ça puisse vous inspirer dans cette période difficile. Et on espère vous revoir nombreux à nos prochains webinaires, à nos prochaines actions. Et Hub est à votre disposition, évidemment, avec son réseau d'attachés économiques pour, malgré cette crise, trouver des opportunités et vous aider dans les challenges que vous rencontrez à l'international ou dans le cadre du développement de votre entreprise plus généralement. Voilà, grand merci à tous de votre attention et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous. Ciao. Ciao, ciao.